Bienvenue à Ciudad Caribia, l'incarnation du socialisme à la mode caraïbe. C'était le rêve d'Hugo Chavez. Un projet gigantesque, raser des montagnes pour créer une cité réservée aux plus démunis, à 20 km de Caracas. Une ville censée vivre à terme, en totale autarcie. Des tomates, tout ça c'est des tomates mûres. Ce sont les dernières de cette récolte. Francisco gère le seul potager opérationnel, supposé alimenter l'immense cité en fruits et légumes. C'est pas comme dans les sociétés capitalistes où quand tu vends un produit, c'est pour gagner de l'argent. Ici, on gagne tous. Ici, c'est l'égalité partout. Gloria Hernandez est là pour l'aider 6 jours par semaine. Cette femme de 59 ans doit tout à la politique de Chavez, sa maison et son travail. À l'évocation du président défunt, elle pleure. Pour nous, il n'est pas mort. Il est vivant. Son esprit est avec nous, son esprit de travail est avec nous. Et c'est pour ça qu'on doit se relever et continuer. Comme la majorité des 5000 habitants de la ville, Gloria a vu son ancienne maison emportée par un glissement de terrain. Avec sa famille, elle a vécu dans un camp de réfugiés. À l'ouverture du complexe en août 2011, elle fut l'une des premières à s'y installer. Ici, on oublie tout. Les maisons ne sont jamais inondées. On a un toit, un foyer qui nous a été donné par notre président. Qu'est-ce qu'on peut lui demander de plus? Hugo Chavez ne verra jamais son projet aboutir. Son successeur aura la lourde tâche de terminer Ciudad Caribia. Et la fin des travaux est prévue pour 2018. À l'entrée de la ville, une maquette donne une idée de la démesure du projet. 1400 hectares, 100 000 habitants, une cité industrielle mais aussi église, école, jardin d'enfants, station de radio et supermarché d'État. Le fameux Mercal, où Gloria fait ses courses en fonction du rationnement hebdomadaire. 2 poulets par personne, 2 paquets de haricots et 2 pains comme ça. Les rayons sont à moitié vides, on n'y trouve que les produits nationaux. Rien de superflu. Gloria fait ses courses pour 27 bolivars, l'équivalent d'1 euro. Ailleurs, ça serait 50 bolivars, le double. Ici, les tarifs ne changent pas. C'est toujours le même prix. Tandis que dans la rue, les prix montent. Malgré une inflation de 20 à 30% et 2 dévaluations, l'État subventionne presque intégralement ces produits. En plus de la nourriture, le gouvernement finance aussi les habitations. Gloria n'a payé que la moitié de son appartement de 69 mètres carrés. Le mobilier et l'électroménager sont fournis gratuitement par le gouvernement. Comme la plupart de ses voisins, la perspective d'un changement de régime lui fait peur. Les premiers qui vont souffrir, ce sera nous, dans cette ville. Parce qu'ici, nous sommes tous Chavez. Nous serons les premiers parce qu'ici, il reste beaucoup de choses à construire. Et ils ne nous donneront rien. Ciudad Caribia n'est que la vitrine de ce que Chavez appelait les missions de vie. Ces constructions, on les trouve jusque dans le centre de Caracas. Objectif, offrir un habitat décent aux Vénézuéliens les plus pauvres. 20 milliards de dollars ont été engloutis en 2 ans. La manne du pétrole. Bienvenue au supermarché Hugo Chavez. Après 14 ans au pouvoir, le culte de sa personnalité est toujours intact. Pour les classes populaires, c'est le Messie. C'est l'homme de fer, l'homme indomptable, le tout-puissant, il n'y a que lui. On y trouve tout et n'importe quoi. Toujours à l'effigie du commandante. T-shirt, montre, boucle d'oreille, casquette, poster géant, tout se vend. Ici, aucune place pour la critique ou les opposants.
Les adversaires, ils sont payés, ils n'ont pas de conscience. Ils n'ont pas d'attachement à leur grande patrie. L'opposition, c'est que des riches. Parmi les pauvres, il n'y a que des supporters de Chavez. L'opposition ne gagnera pas. Jamais. Les pauvres d'un côté, les riches de l'autre. La société vénézuélienne est divisée. À la faculté de la ville, des étudiants se réunissent pour préparer une journée d'action contre le gouvernement. Pour ces apprentis de la contre-révolution, cette situation est entretenue par le pouvoir. Depuis que Chavez est arrivé au pouvoir, il y a 14 ans, ce qui nous définit, c'est soit d'être chaviste, soit dans l'opposition, plutôt que d'être vénézuélien. Ces étudiants de tous bords profitent des caméras pour dénoncer un régime autoritaire. Bien sûr que c'est bien d'offrir des maisons, mais ce n'est pas bien de donner à certains et pas à d'autres. Si tu n'es pas avec moi, je ne te donne rien. Le chantage politique, avoir le contrôle comme ça, ce n'est pas bien. Cette assemblée générale sert à préparer leur plan d'action. Une campagne nationale de manifestation. On n'a pas peur de hausser notre voix et d'être réprimés, comme c'est déjà arrivé par le passé. La dernière fois, c'était en février dernier. Ces images amateurs ont été tournées un mois avant la mort officielle d'Hugo Chavez. Les étudiants se sont enchaînés devant l'ambassade cubaine. Ils voulaient des informations sur l'état de santé réel du président. Vilca, un des leaders, était en première ligne. La police a chargé. Plusieurs étudiants ont été blessés et arrêtés. Dans sa chambre d'hôtel, Vilca exhibe ses cicatrices. Des impacts de balles en caoutchouc qui témoignent de 10 années de lutte. Nous étions en train de perdre nos droits d'étudiants. On allait livrer une lettre au ministère des Transports et l'ordre a été donné de nous tirer dessus. À 30 ans, l'étudiant est devenu contestataire à plein temps. Pour se protéger, il doit vivre comme un fugitif. Son sac est toujours prêt. Le jeune homme change d'hôtel tous les 3 jours. On ne sait jamais, même si on fait rien de mal. Comme ce n'est pas un régime démocratique, les autorités ou les fanatiques de Chavez peuvent venir nous chercher. Et ça t'est déjà arrivé? Oui, maintenant je dors avec mes chaussures. Les pro-Chavez considèrent que les opposants font partie d'une élite intellectuelle et financière. Pourtant, dans certains bastions du parti au pouvoir, des voix dissonantes commencent à se faire entendre. Petare, le plus grand bidonville d'Amérique du Sud, est passé aux mains de l'opposition en 2008. Maribel a soutenu Chavez, travaillé pour Chavez, avant de changer de camp. Avant, je travaillais dans une cantine chaviste. J'ai connu Betty qui travaillait dans une association de quartier et elle m'a contactée pour travailler ici. Ça fait 2 ans que je suis là. Maribel travaille maintenant dans cette association éducative en plein cœur des favelas. Quand elle a poussé la porte pour la première fois, elle a rencontré Betty. Leur combat, convaincre les classes populaires que la politique chaviste est inefficace et source d'exclusion. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. On n'est pas tous avec Chavez. Un bon gouvernement doit faire en sorte que tout le monde puisse avoir une sécurité sociale, un travail, que tous les enfants puissent aller à l'école et que les hôpitaux fonctionnent. Nous retrouvons Maribel dans les rues de son quartier. Issue d'un milieu modeste, cette femme de 43 ans nous montre pourquoi elle ne soutient plus Chavez. Tu me donnes un paquet de sucre, du riz, de l'huile aussi. Elle ne fait plus ses courses au Mercal. Elle se rend dans la petite épicerie clandestine, juste en haut de chez elle.
Dans le Mercal, on trouve presque rien. Et puis, il y a souvent une file d'attente énorme. En plus, dans une épicerie comme celle-là, on trouve vraiment tout. Beaucoup plus de choix, mais 2 fois plus cher que les supermarchés subventionnés. Dans sa petite maison, Maribel vit avec ses 2 enfants et ses 6 petits-enfants. Vivre à Petare n'est pas simple. Depuis que l'opposition a gagné, le gouvernement a coupé les vivres. J'avais demandé de l'aide à la mission pour les enfants et les mères. Je n'ai rien reçu alors que j'étais enceinte. Le drame pour Maribel, l'insécurité. La police ne met plus les pieds dans son quartier. Voleurs, trafiquants et délinquants font la loi. Chaque famille est touchée par cette violence quotidienne. Son fils a été abattu il y a 2 ans, assassiné devant la maison. En tant que mère, je me sens très mal de ne plus avoir mon fils, parce qu'on me l'a tué. Depuis qu'on a tué mon fils, ma joie est partie. Vraiment, je n'ai plus de vie. Je voudrais qu'il soit là. La vie dans les favelas, on est comme oublié. L'insécurité, chaque jour, il se passe des choses. Ils tuent des gens comme si de rien n'était. L'explosion de la violence, c'est le fléau des années Chavez. À la morgue de Caracas, la même scène se répète tous les jours. Les corbillards de fortune se succèdent. Et à l'entrée, les journalistes font les comptes. La majorité des victimes sont jeunes, entre 15 et 25 ans, parfois 30. La plupart viennent des bidonvilles, dans les collines. Compter les cercueils devant la morgue, c'est la seule façon d'obtenir des informations. Depuis 2005, les journalistes n'ont plus accès aux sources officielles. Tous les chiffres qu'on a sont non officiels. On vient tous les jours à la morgue pour parler avec les familles des victimes de la violence. C'est l'unique source que nous ayons. 21 700 homicides en 2012. Caracas est l'une des villes les plus dangereuses au monde. La mort du président laisse d'immenses défis à son successeur. Défis économiques, sécuritaires et sociaux. La tâche est rude. Dans un Venezuela de plus en plus divisé, il faudra fédérer bien au-delà des chavistes. L'après-Chavez s'annonce compliqué.